Salut les devins, c'est Saikyo. C'est tout un florilège d'informations Dragon Ballesques qui nous parvient et on va chacune les passer en revue aujourd'hui, en plein mois de juillet 2024, incluant en son sein plusieurs conventions, conférences au travers le monde, les États-Unis, le Japon, qui vont traiter de Sparking Zero, de Dragon Ball Daima ou encore du manga Dragon Ball Super. Ce sera d'ailleurs également le cas de la vidéo du jour. Pour ne rien manquer à ces infos Dragon Ball de juillet, activez la cloche, abonnez-vous évidemment. Et on ouvre le bal avec une information joyeuse concernant Dragon Ball Z Kakarot. Le compte Twitter officiel des jeux vidéo Dragon Ball nous a partagé ce visuel déjà connu de la fin du jeu Dragon Ball Z Kakarot, mais repris pour nous remercier, chacun d'entre nous, remercier 8 millions de personnes pour leur acte d'achat du jeu. Ce sont désormais 8 millions de copies de Dragon Ball Z Kakarot qui ont été écoulées sur l'intégralité des plateformes. En tant que jeu vidéo animé manga, c'est pas la plus grande mais elle est respectable, notamment pour un jeu qui n'a que sa composante solo. On va mettre de côté le petit jeu de cartes anecdotique, il est entretenu jusqu'à ce jour via des DLC plus ou moins qualitatifs, mais la rejouabilité ne se base que sur l'affect du joueur vis-à-vis du jeu, mais aussi et surtout de l'univers de Dragon Ball. C'est pas la typologie de jeu sur laquelle on peut revenir souvent, tel un Xenoverse, tel un Naruto Storm, et pourtant il arrive quand même à faire ses 8 millions. Pour rester dans l'univers jeu vidéo, vous savez que Baby de DBGT, je vous l'avais annoncé via un short, a intégré le jeu Dragon Ball The Breakers. J'aimerais pouvoir le tester avec vous en stream, mais je suis toujours en panne d'internet. Un mois désormais de coupure et Orange ne fait rien. Heureusement que je suis en contact avec quelqu'un qui se reconnaîtra très probablement et qui m'aide énormément du mieux qu'il peut. Et de manière plus joyeuse, du côté de Sparking Zero, les informations pleuvent, on a déjà fait le constat du fait que le jeu bénéficierait d'une communication très ramassée, simplement sur une poignée de mois et non sur des années, à l'opposé total d'un Wukong qui va également sortir bientôt. Et on y apprend par exemple qu'en matière de tenue des personnages, on pourra les personnaliser à un certain degré. On pourra appliquer à peu près tout ce que les personnages avaient à toutes les périodes de leur vie durant l'histoire originelle et l'animé. Ça n'a pas été montré donc on attendra pour vérifier, mais de ma compréhension on ne pourra pas faire non plus des mix absolument loufoques, mais ça pourra donner des choses assez sympas. Customisation, mais tout en restant fidèle au lore, ça rappelle un petit peu ce qui se fait dans Naruto Storm Connections dernièrement. Là où les disparités pourraient se creuser, c'est vis-à-vis des accessoires, comme le fameux bâton Nyoibo qui sera intégré dans certaines éditions. Et là oui, ça peut apporter des sortes de boosts ou des techniques supplémentaires. On aura aussi le système de capsules qui avait beaucoup plu à l'époque, et là aussi on pourra améliorer des stats, de la force, de la vitesse, etc. Donc il y a quand même une composante quelque peu RPG au cœur du jeu. J'espère que tout cela trouvera son équilibrage en ligne, ou bien dans le fameux multijoueur local, uniquement dans la salle de l'esprit du temps à ce jour. On pourrait également définir ce que Bandai Namco appelle un type. Cela semble également lorgner du côté de Xenoverse 2 et bénéficier du moteur de création qui sera intégré au jeu. On pourra se baser sur la typologie de personnage pour lui affubler des compétences supplémentaires. Au-delà de ça, ce sont également les commandes en plein jeu qui ont été dévoilées, que cela soit sur PlayStation 5 et sur manette Xbox Series par ailleurs, avec la jouabilité pensée pour les développeurs en 2024, le mode standard, ou bien une assignation des touches typique de la version PlayStation 2, ce qu'ils appellent le mode classique. À savoir que ça ne changera pas que la disposition des touches au travers de la manette, mais également en jeu. Certaines actions seront différentes. Si l'on joue en classique, il faudra également assumer le fait que lors de clash d'attaque ou de coups au corps à corps, il faudra tourner son joystick comme un malade à l'ancienne, aux risques et périls de la manette ou bien de vos doigts au niveau des ampoules. Tandis qu'en mode standard, la manette peut prendre cher mais un petit peu moins, il faudra spammer le même bouton en boucle, et celui qui aura été le plus rapide prendra le dessus. Et bien que le mode classique soit tentant, c'est une distinction à prendre en compte, notamment vu le prix du matériel actuellement, et également sa fragilité. Les manettes d'aujourd'hui ont souvent la carrosserie et parfois le moteur moins résistant qu'à l'époque. Bandai Namco met à votre disposition tout un guide pour les débutants, je vous mettrai son lien en description, et dans cette dernière vous trouverez également un lien de précommande pour le jeu Dragon Ball Sparking Zero. Si vous voulez vous faire plaisir, le payer 14% moins cher, 14% de réduction sur le jeu avec mon code promo Saikyo0 tout collé en majuscule à ajouter dans le panier, c'est directement moins 14% en caisse. Il faut combiner mon lien en description plus le code promo et ça passe directement. Si vous êtes nombreux, ça envoie un petit quelque chose à la chaîne, ça soutient les éditeurs, c'est la version du jeu officielle que vous activez sur Steam, c'est la version PC. C'est ce que j'ai réussi difficilement à vous négocier et pour l'Ultimate Edition ce sera moins 10% pour le moment. Je continue à faire le forcing pour vous baisser le prix et je vous tiendrai au courant bien sûr. Côté jeux vidéo, on a plutôt fait le tour, mais l'appétit Dragon Ballesque est toujours grandissant et avant de tenter de se remplir la panse avec Dragon Ball Daima, un bref tour d'horizon du côté du manga. Alors toujours pas d'écho concernant la suite,
concernant le retour par Toyotaru. Cela dit, le tome numéro 22 est désormais sorti en France. Vous pouvez le trouver chez votre libraire du coin préféré, jusqu'à l'une des plus grandes multinationales de revente en ligne. C'est en fonction de votre volonté et de vos capacités. Ça, c'est pour la France. Et du côté du Japon, on a pu mettre la main sur le tome numéro 23 de Dragon Ball Super dans sa version digitale color d'édition, la full color en gros. Il inclut les chapitres 97 à 100, se fait remarquer via Gohan Beast et très sincèrement possédant l'intégralité de cette édition. C'est probablement et facilement le plus oubliable de tous, au même titre à vrai dire que les chapitres qui le composent étant une pure redite, à quelques exceptions près, quelques remaniements parfois également pour coller plus en avant à la volonté originelle de l'auteur, dont notamment le retrait du sourire de Gohan Beast. Mis à part cela, que cela soit en noir et blanc ou en couleur, il sera très difficile pour cette réédition de super-héros de s'attirer nos éloges, et par contre, du côté de l'animation, Dragon Ball et notamment Daima commencent à faire monter la température à la vue de ce qui semble nous attendre, notamment le 21 juillet, Jump Victory Carnival, pour laquelle on espère de tout cœur un nouveau trailer, un key visual, une date précise de sortie, plus de détails sur sa diffusion. Tout cela serait le bienvenu, mais en attendant, via la page officielle Ichiban Kuji appartenant évidemment à Bandai et Bandai Spirits, Ichiban Kuji voulant dire en quelque sorte loterie, les fameuses que l'on retrouve au Japon et que quelques enseignes en France tentent de s'approprier, telles que Micromania, on y voit la promotion de la future loterie Dragon Ball Daima. Qui dit loterie dit goodies à l'intérieur, divers lots à gagner, on achète son petit ticket, on peut avoir le lot A, E, Z, on est sûr de partir gagnant mais pas forcément d'en repartir heureux. Pour ouvrir le bal, il nous propose une version remaniée du logo de Dragon Ball Daima, une version comme étendue, un peu plus de travail sur le logo, sur ses contours. Petit à petit, on s'émancipe des artworks réutilisés, on s'émancipe d'un logo mal détouré sur Photoshop. On s'émancipe d'un Shenron en 3D. Ce n'est pas grand chose, ce n'est qu'un logo, mais nous pouvons désormais poser nos yeux sur les premières figurines Dragon Ball Daima. Un Shenron de 30 cm. Et n'ayez pas l'esprit mal placé, c'est un visuel promotionnel, il est par définition mis en avant sous son plus beau jour, mais la qualité a l'air d'être au rendez-vous, les détails, les finitions, tandis que d'un autre aspect, on en arrive sur une taille un petit peu plus régulière, du 19 cm pour Goku face à Vegeta, en plein affrontement, grosso modo tel qu'on les a vus dans le trailer initial de Daima. Adulte, il n'y a aucun signe distinctif sur le vêtement de Son Goku, à l'image de celui porté dans le trailer, sauf que dans le trailer, la colorimétrie virait plutôt vers le jaune. Là, on est sur l'orangé très classique, bloquant et prêt à riposter suite à un coup de pied de Vegeta. Les deux paraissent moins détaillés que le Shenron, on est beaucoup moins dans le mini détail de finition. Cela dit, il y a un petit côté cartoonesque, animé, qui se dégagent de ces figurines dans leur simplicité. Comme tout, il faudra les voir et les juger sur pièce, et elles nous permettent d'y voir un petit peu plus clair sur cet affrontement qui aura lieu, a priori, dès les débuts de Dragon Ball Daima. Mais ce n'est pas tout. En amont de la révélation de ce visuel-là, nous avons pu obtenir ce visuel qui présentait l'intégralité de la Ichiban Kuji, de la loterie, ou du moins ils sont présentés car le ABCD reste encore mystérieux, pour teaser, peut-être pour ne pas spoiler, mais justement en parlant de spoiler, il y en a peut-être un qui se cache ici. Alors déjà, bonne nouvelle sur la rangée du bas, vous verrez que l'intégralité des visuels, que cela soit Goku Vegeta ou encore Vegeta Goku, sont de toutes nouvelles illustrations. Elles devraient popper en très bonne qualité sous très peu de temps. La mise en scène de ces dernières a l'air au rendez-vous, il faudra voir au niveau du trait si cela suit. C'est déjà assez réjouissant de voir que la promo démarre, et vous remarquerez qu'elle démarre avec les personnages adultes. Cependant, si l'on tourne nos yeux un petit peu au-dessus du Vegeta tout seul, le lot G, le petit carton rose, on peut y deviner facilement la présence de Majin Buu qui ressemble au Majin Buu sorti du cocon. Ce sera probablement celui-là, on l'a déjà aperçu dans le trailer de Daima lors de flashbacks de l'ère des BZ, mais vous me connaissez bien. Vous connaissez mon attrait pour ce type de visuel-là sur ma chaîne et pour tenter de les décortiquer. Vous connaissez également mon aversion pour les visuels de si piètre qualité. C'est difficile de composer avec, et donc pour rester pragmatique, pour poser un socle solide, disons que ce personnage en lettre G est Majin Buu. Pour aller un petit peu plus loin, bien que je ne commenterai pas les dernières entre guillemets rumeurs concernant la potentielle présence d'un nouveau type de Majin ou de Majin Buu au cœur de Daima, certains en auront entendu parler, d'autres non, il ne me paraît pas pertinent d'en discuter aujourd'hui. Ce visuel-là, j'ai tenté d'ailleurs de le passer dans une IA qui améliore la qualité et bon, le résultat est pas franchement mieux. J'ai vraiment la sensation d'y voir Majin Buu, mais pas totalement. En premier lieu, je dirais que c'est dû à la très mauvaise qualité du visuel.
On se rend compte à quel point c'est miteux du côté de la figurine Goku Vegeta, le Vegeta juste en dessous de cette carte rose que l'on peut à peine distinguer, des logos, des écritures qui sont quasiment illisibles. Alors comment distinguer un personnage si petit? C'est vraiment la base de ma pensée. Cela dit, je ne peux m'empêcher d'aller un tout petit peu plus loin avec vous. Ce Majin Buu, j'ai l'impression qu'il a quelque chose en plus au niveau de ses vêtements, accessoires, comme l'impression d'y distinguer notamment quelque chose au niveau de la taille, quelque chose au niveau du ventre, et s'il y a une autre chose à propos de laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de penser, ce sont les autres versions de personnages issus de la race Majin que l'on connaît dans Dragon Ball Xenoverse, mais surtout dans Dragon Ball Heroes. Je vous affiche quelques visuels, vous voyez qu'il y en a qui, tout comme Majin Buu, sont plutôt mignonnés, rondouillés et bien en chair, et avec des sortes d'artefacts ou de costumes qui diffèrent au niveau de leur tête. Et il est possible que dans ce visuel de Daima, il y ait quelque chose au niveau de la tête, mais ça devient tellement minuscule que cela devient difficile d'en juger. Et aussi au niveau du ventre, de la taille, de la ceinture. Un design tel que celui-ci, c'est clairement le Majin Buu qu'on connaît, mais avec des habits différents. Et au final, ça donne un tout nouveau personnage. Faut-il rester très terre-à-terre, très factuel, tel que nous aurions dû l'être à l'époque du fameux chocolat avec Goku, qui était présenté comme ayant les cheveux rouges, et ce n'était pas le cas, c'était juste le visuel, qui était dans une qualité ni faite ni à faire. Est-on dans ce cas de figure-là? Ou bien, le petit Buu que nous voyons ici n'est pas forcément Majin Buu ou une version différente de Majin Buu, avec à minima des différences de design, voire d'écriture. C'est sur cette question-là que je vous laisse aujourd'hui, j'espère vous trouver plus que nombreux à la réponse en zone commentaire, je serai là pour vous y lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.